cette fois-ci, on va nous parler de conserver son cerveau en bonne santé. Alors, docteur Jettenet, bonjour, merci Bonjour. d'avoir répondu à notre invitation. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots, et puis après, on pourra démarrer. Ouais, donc, je suis le docteur Jean-Claude Jettenet, je suis neurologue. Je travaille au CHU, au CMRR, CM2R, donc, qui est le Centre Mémoire Ressources Recherche. Pardon. Donc, nous assurons des consultations mémoire, comme mes collègues que vous avez vus qui travaillent à la clinique mutualiste. Et nous sommes également, donc c'est le centre mémoire, donc on a la même activité. Et nous sommes également ressources, recours pour les dossiers un peu difficiles qui nous sont envoyés par des neurologues libéraux ou par des consultations mémoire qui peuvent s'y situer dans les hôpitaux périphériques comme Saint-Chamond, Firminy, Feurs par exemple. Et également, nous avons une activité de recherche. Donc moi, je suis sur l'hôpital Nord en neurologie où nous recevons des patients par définition de moins de 75 ans, quand on reçoit des demandes pour des consultations mémoire qui ne sont pas toujours liées à des maladies d'Alzheimer, hein, comme l'a dit Nicolas Auguste ou tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a une plainte de mémoire qu'on a forcément une maladie d'Alzheimer ou une maladie dégénérative. Et donc, quand on reçoit ces demandes, pour les patients de moins de 75 ans, ils viennent en neurologie à l'hôpital Nord. Pour les patients de plus de 75 ans, ils sont orientés en gériatrie, donc à l'hôpital maintenant qui est à cheval entre la Charité et l'hôpital Bellevue, puisque la gériatrie est en train d'être réorganisée sur le site de Bellevue. Très bien, merci pour cette présentation. Donc, vous représentez effectivement le CHU de Saint-Étienne. Et dans cette conférence, vous allez nous donner des petites techniques qui permettent de conserver son cerveau en bonne santé, des astuces à ne pas oublier. Mais écoutez, je vous laisse dérouler cette conférence et puis on revient vers vous dans une vingtaine de minutes pour pouvoir échanger et poser des questions avec l'Assemblée. La parole est à vous. Ouais, donc j'ai ciblé mon intervention quand même également sur la maladie d'Alzheimer, puisque je travaille essentiellement dans ce domaine. Et donc, conserver son cerveau en bonne santé, c'est aussi peut-on prévenir la survenue de la maladie d'Alzheimer? Est-ce qu'on a des moyens pour éviter que cette maladie apparaisse? Alors, je ne vais pas revenir je vais passer rapidement sur cette diapositive, puisque pas mal de choses ont déjà été dites par Nicolas Auguste sur les symptômes qu'on peut rencontrer dans la maladie d'Alzheimer, les troubles cognitifs, les troubles du comportement, l'évolution qui est lentement progressive mais régulière. Simplement, pour les termes qu'on utilise, actuellement, on parle plus volontiers de troubles neurocognitifs que de démence, qui est un terme un peu stigmatisant en français. Le terme démence, c'est un terme anglo-saxon. Enfin, en français, ça a un sens, conduite déraisonnée, enfin, on sait ce que ça veut dire dans le sens courant. Le terme médical est bien plutôt de l'anglo-saxon, mais je l'utiliserai malgré tout encore parce que c'est régulièrement utilisé. On a beaucoup parlé de la maladie d'Alzheimer qui représente à peu près 60% des maladies neurocognitives, en sachant qu'il y a d'autres maladies dégénératives comme la maladie frontotemporale, la maladie à corps de Lévy, qui sont moins connues mais qui sont relativement fréquentes. Et puis, il y a aussi des causes de troubles cognitifs qui ne sont pas de nature dégénérative, et en particulier des troubles cognitifs d'origine vasculaire, qui sont particulièrement fréquents. Et il y a des ponts, des parallèles, et malheureusement, on peut avoir chez certaines personnes des lésions de type Alzheimer, comme celles qui vous ont été décrites par Nicolas Auguste, et également des lésions vasculaires, voire chez une même personne, des lésions de maladie d'Alzheimer et de maladie à corps de Lévy, quand on n'a pas de chance, et ce n'est pas exceptionnel. Il y a à peu près 20% des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer qui ont aussi d'autres lésions, ce qui rend les choses difficiles en prise en charge à la fois sur le plan traitement et sur le plan de la prévention. Donc, moi, je vois un peu plus loin que la clinique mutualiste qui vous a dit 1 million de cas en France. Moi, j'élargis au monde. Et dans le monde entier, on estime qu'il y a à peu près 55 millions de personnes qui sont affectées par ces maladies neurocognitives, avec des perspectives de 130 à 150 millions de personnes dans les années 2050. D'où l'enjeu d'essayer de prévenir et de réduire le nombre de cas, en sachant que sur ce petit schéma, on voit en gris les pays riches, en noir les pays à faible niveau de revenus, et on voit que le nombre de cas va augmenter de manière très importante dans les pays les moins riches parce que ils adoptent le mode de vie des pays riches avec plus, on verra ces facteurs de risque en termes d'alimentation, de surcharge pondérale, de diabète qui se développent dans ces pays qui sont des facteurs de risque de troubles cognitifs. Donc d'où l'intérêt d'essayer de prévenir. Je vous ai remis le petit schéma
qui représente un peu toutes les molécules qui sont testées. Donc il y a beaucoup de molécules qui sont en cours d'évaluation pour essayer de traiter. Donc là, on n'est pas dans la prévention, dans le traitement, mais malheureusement, depuis 20 ans, il n'y a aucune molécule, aucun traitement qui a été mis sur le marché pour traiter la maladie d'Alzheimer. On a les médicaments qui ont été mis à disposition à la fin des années 90, qui ont été évoqués tout à l'heure. On a le Leqembi, donc, qui est autorisé aux États-Unis depuis 6 mois, qui commence à être utilisé. Pour l'instant, on attend, non seulement au niveau français, mais même au niveau européen, une autorisation de mise sur le marché. Il n'est pour l'instant accepté qu'aux États-Unis. Donc, dans la mesure où on n'a pour l'instant pas non plus de traitement curatif, il y a bien sûr un intérêt à essayer de prévenir. Alors, pour prévenir, il faut connaître les facteurs de risque de survenue des troubles cognitifs. Il y en a des dizaines, voire des centaines, et toutes les semaines, il paraît un papier sur tel facteur est associé à la survenue d'un trouble cognitif dans la presse médicale. Ces facteurs, ils ont été identifiés pour beaucoup grâce à ce qu'on appelle des cohortes. Alors, ces cohortes, ce sont des groupes de personnes, des centaines, des milliers, parfois plus de 10 000 personnes, qui sont suivies pendant des années, voire des dizaines d'années, dans différents pays. On a des cohortes américaines, des cohortes européennes, des cohortes françaises, des cohortes dans une ville. Il y a eu en France deux grandes cohortes qui nous ont donné pas mal de renseignements sur ces facteurs de risque. Il y a eu l'étude PACWID qui a été faite à la fin des années 90 en Dordogne et surtout en Gironde, coordonnée par l'équipe de Bordeaux. Et cette équipe de Bordeaux qui participe également à une autre étude qui s'appelle l'étude des 3 cités, avec Bordeaux, Dijon, Montpellier. Et donc, ils ont recruté des personnes en bonne santé, qui étaient volontaires pour participer à ces études, et ils les ont suivies pendant des années en évaluant à chaque année ou de manière très régulière leurs fonctions cognitives notamment, mais également d'autres fonctions. Et c'est comme ça qu'on peut identifier au fil des années, en fonction de l'état initial de la personne et puis des pathologies qu'elle va éventuellement développer dans l'évolution de sa maladie, quels sont les facteurs qui vont favoriser la survenue de troubles cognitifs. Alors, régulièrement, dans le Lancet, qui est une des plus grandes revues médicales, paraît un papier où il y a ce petit schéma qui est une espèce de serpent qui représente la vie d'une personne. Donc, on part de l'enfance, on passe à l'âge mûr, à la vie active, on va dire, entre 45 et 65 ans, et puis au sujet âgé. Et avec ces études, et en se basant sur toutes les données qu'ils récupèrent dans la littérature, ils estiment dans cette étude qu'à peu près 40% des démences, donc des troubles neurocognitifs, pourraient être évités si on prenait en charge un certain nombre de facteurs de risque de manière satisfaisante. Alors, dans l'enfance, le facteur principal, c'est le niveau éducatif. Ça avait été bien montré déjà dans l'étude PACWID dont je vous parlais tout à l'heure de Bordeaux, dans les années 90. Et le marqueur à l'époque, c'était vraiment le certificat d'études. On voyait qu'il y avait une grosse différence entre le risque de troubles cognitifs du sujet âgé, entre ceux qui avaient eu et ceux qui n'avaient pas eu leur certificat d'études. Bon, maintenant, les choses évoluant, il faudra sans doute trouver un autre marqueur, mais on sait que le niveau éducatif va protéger le cerveau et retarder, en tout cas, l'apparition des troubles neurocognitifs. À l'âge mûr, un des gros facteurs qu'on réévoquera un peu plus tard, c'est la perte auditive, qui, si on traitait correctement la perte auditive, si on appareillait suffisamment les gens, ou si on pouvait prévenir également, on réduirait de 8% le risque de démence du sujet âgé. D'autres facteurs, l'hypertension artérielle, on y reviendra, l'alcool. Après 65 ans, il y a le tabac qui revient beaucoup, et puis des troubles psychiques, la sédentarité, l'isolement social. Donc on va redétailler un peu tous ces éléments. On revient sur quelque chose qui a déjà été évoqué précédemment. Malheureusement, si je vous ai dit qu'on pouvait réduire de 40%, ça veut dire qu'il y a à peu près 60% de facteurs sur lesquels on ne peut pas agir, et il y a des facteurs qui ne sont pas modifiables. L'âge, ça on ne sait pas l'arrêter. Et on voit que la maladie d'Alzheimer, elle augmente très régulièrement avec l'âge, pour atteindre à peu près plus de 30% des personnes de plus de 85 ans qui ont la maladie d'Alzheimer. Donc l'augmentation elle est exponentielle avec l'âge. La génétique, on en a déjà un peu parlé.
La génétique, c'est compliqué. Il y a des gènes qui vont être à l'origine de la maladie. Ceux-ci sont extrêmement rares, ça a déjà été dit. On estime qu'il y a à peu près 1000 personnes en France où on va avoir un gène responsable de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'on a le gène, on sera forcément malade, et en général avant 60 ans. Mais il y a aussi tout un tas d'autres gènes qu'on appelle des gènes de prédisposition, qui eux augmentent le risque, mais ne vont pas être responsables de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'on peut les avoir et ne pas être malade. On peut avoir la maladie d'Alzheimer, ne pas avoir ces gènes, mais si on a un de ces gènes, et a fortiori si on en cumule plusieurs, ben on aura un risque plus élevé. C'est comme ça qu'on peut voir dans certaines familles, c'était une des questions qui était posée tout à l'heure, beaucoup de personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, ils n'ont pas la forme génétique avec le gène qui donne la maladie, mais ils ont sans doute plusieurs gènes, voire plusieurs gènes de prédisposition. Le plus important est celui qui s'appelle le gène de l'apolipoprotéine E, c'est un peu compliqué, hein, c'est une protéine qui transporte le cholestérol, et elle peut avoir 3 formes, c'est un peu comme les groupes sanguins, on peut avoir plusieurs, on a un groupe sanguin, mais il y en a plusieurs dans la population, et là il y a trois formes de cette apolipoprotéine E, ça peut être 2, 3, 4, on en hérite un de chaque parent, donc on en a deux, chaque personne est porteur de deux formes de cette protéine. Si on a la forme 3, le risque d'Alzheimer va être évalué à 1. Si on a la forme 2 et 2 formes 2, on va avoir une réduction du risque de 40%, donc là on a de la chance. Par contre, si on a 2 fois le 4, on a une multiplication du risque par 15. Donc ça, bon, on est dans la prévention, là on ne peut pas y faire grand-chose, ça fait partie de ces facteurs non modifiables, mais c'est un peu la loterie de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour limiter les risques de troubles cognitifs? Déjà, il faut prendre soin de son cœur et de ses artères. Tout à l'heure, il y aura une table ronde sur les pathologies cardiaques. Donc, ça a déjà été un petit peu cité. Traiter, prendre en charge l'hypertension, le diabète, l'hypercholestérolémie, éviter le tabac, prendre en charge les maladies cardiaques, par exemple la fibrillation auriculaire, qui est un facteur de risque cognitif, traiter ou éviter le surpoids, faire en sorte de ne pas être en trop grande surcharge pondérale. Quelques exemples, hein, donc l'hypertension artérielle à l'âge moyen en particulier est connue pour être un facteur de survenue de troubles cognitifs du sujet âgé. Ici, on a sur la courbe rouge les gens qui ont, c'est pas tellement l'hypertension, mais c'est la variation de la tension. Plus la tension est variable, et plus on va avoir un risque élevé de maladie d'Alzheimer. Là, c'est un suivi sur 5 ans. Et les personnes qui avaient la plus grande variabilité de tension artérielle avaient un risque qui montait jusqu'à 15%. Le diabète, on sait qu'il augmente le risque de troubles cognitifs de 80%. Donc, il multiplie presque le risque par 2. Alors, je vous ai dit, quand on a les mauvais gènes, on multiplie par 15. Donc, la proportion n'est pas les mêmes, mais on multiplie quand même ce risque par 2. Le poids, c'est un peu plus compliqué. On sait que quand on est... cette courbe-là, ça représente la courbe de poids en fil du temps. Alors, on part en marche arrière. Hein. Le temps 0 est ici, et on va remonter le temps. C'est ces études de cohorte dont je vous parlais. On va suivre des gens Ici, les gens sont suivis pendant 28 ans. Donc, au départ, les gens qui ont le plus fort poids ont plus à risque de devenir déments, d'avoir des troubles cognitifs. C'est la courbe rouge. Hein. Ce sont les patients qui, au temps 0, vont être diagnostiqués comme ayant une maladie neurocognitive. Et donc, par rapport à ceux, la courbe bleue, qui n'ont pas de troubles neurocognitifs, ils ont un poids plus élevé. Mais par contre, pendant les 8 ans qui vont précéder le diagnostic de troubles cognitifs, le poids va plutôt avoir tendance à diminuer chez les personnes qui vont développer donc, ces troubles cognitifs. Mais en tout cas, si on se base sur les facteurs de risque du sujet plus jeune ou d'âge mûr, c'est le surpoids qui est un facteur de risque. Donc voilà pour les facteurs cardiovasculaires. Le mode de vie, ça va pouvoir s'adapter tout au long de la vie. On a déjà parlé un peu du niveau éducatif dans l'enfance, qui est un facteur protecteur. Plus tard, et même tout au long de la vie, la sédentarité, les conditions de vie, donc l'isolement social est un facteur de risque. Malheureusement, le niveau économique joue aussi. Il y a même des études qui ont été faites pour vous montrer que dans certains quartiers, il y avait des gens qui avaient plus de troubles cognitifs que d'autres. Si on est dans un environnement très favorable, on est mieux protégé que si on est
dans des conditions de vie plus difficiles. On revient sur le tabac, l'alcool également, on va en reparler, et l'alimentation. En fait, ce qu'on va chercher à faire tout au long de la vie, depuis l'enfance, c'est d'augmenter sa réserve cognitive. La réserve cognitive, ce n'est pas le nombre de neurones, parce qu'on a tous à peu près le même nombre, mais en fonction de l'activité qu'on aura eue au long de la vie, en fonction de l'éducation, des activités intellectuelles qu'on va mener, mais également de l'activité physique, on va augmenter les contacts entre les neurones, les relations entre eux, et si la maladie apparaît, on sera mieux protégé. Ça n'empêchera pas l'apparition des lésions dont parlait tout à l'heure Dr Auguste, de l'amyloïde, de la protéine tau anormale, mais si on a une bonne réserve cognitive, on sera mieux protégé et la maladie apparaîtra plus tardivement. Donc je vous ai mis en vert ce qui était plutôt protecteur et en rouge ce qui est plutôt défavorable. Donc avoir un bas niveau d'études multiplie le risque par 2,5. Les célibataires, l'isolement, ça fait partie un peu de cet isolement, l'isolement social, les faibles contacts sociaux, le sentiment ou la réalité de la solitude sont également des facteurs de risque. Avoir eu des traumatismes crâniens au cours de sa vie augmente également ce risque en diminuant la réserve cognitive. Ça va créer des lésions, des pertes de neurones. Donc, on augmente le risque. À l'inverse, les activités de loisirs, l'activité physique et même, on ne va pas revenir sur les débats sur la retraite, mais le fait d'avoir une activité professionnelle après 60 ans est plutôt un facteur protecteur. Pour la nutrition, c'est pareil, il y a des facteurs positifs, des facteurs négatifs. Ce qui est recommandé, c'est plutôt le régime de type méditerranéen. Il y a beaucoup de facteurs négatifs, notamment la consommation d'alcool, au-delà de 2 verres par jour. C'est un gros facteur de risque de survenue de troubles cognitifs. La consommation de tabac. Par contre, le café serait plutôt protecteur. Et parfois, il faut se faire supplémenter en vitamine D également, parce qu'on augmente le risque de troubles cognitifs. Et puis enfin, il y a tout un tas d'autres facteurs, des facteurs psychiques, des troubles du sommeil, la dépression, des médicaments, on n'en reparlera pas, des infections chroniques, notamment au niveau dentaire, donc bien se faire suivre également au niveau dentaire. Et puis les déficits sensoriels, on a déjà évoqué un peu les troubles de l'audition qui augmentent le risque de démence de 50%, sans qu'on sache s'il y a vraiment une relation de causalité entre les deux, mais bon, dans le doute, et puis il commence à y avoir des études qui montrent que les personnes qui sont appareillées vont être mieux protégées. Si on a une grosse perte auditive, on va passer son temps à tendre l'oreille et à essayer de déchiffrer ce qu'on nous dit. Ça crée des mauvaises activités au niveau cérébral et ça impacte le reste de l'activité cérébrale. Donc, intérêt de se faire dépister et de se faire traiter également. La dépression, là aussi, c'est difficile de savoir si c'est vraiment le fait d'être dépressif qui augmente le risque de démence ou si on devient dépressif dans les années qui précèdent la démence. C'est ce qu'on voit ici, c'est la même courbe que tout à l'heure. Au temps zéro, on fait le diagnostic de démence chez les sujets en rouge, mais on voit qu'il y a beaucoup plus de dépressifs dans les 10-12 années qui précèdent le diagnostic de démence par rapport aux sujets non déments. Mais est-ce que ce n'est pas les premières lésions qui apparaissent au niveau cérébral? Donc en tout cas, se méfier chez quelqu'un qui n'a jamais été dépressif au long de sa vie et puis qu'il devient en devenant âgé. Également le stress post-traumatique, ça a été évalué dans des cohortes de vétérans américains, ceux qui ont été soumis durant leur activité militaire à un gros stress post-traumatique, ont plus de démence que les autres. Voilà, et puis, on a déjà évoqué un peu le problème des sujets jeunes. Des sujets jeunes, par définition, c'est plutôt les démences qui démarrent avant l'âge de 65 ans. On retrouve un peu les mêmes risques que chez les sujets tout venants et les sujets âgés. En particulier, quand même beaucoup le risque lié à l'alcool. Et c'est vrai que pas mal de sujets jeunes, même chez qui on diagnostique la maladie d'Alzheimer, peuvent être des anciens alcooliques ou des alcooliques actifs. Le fait d'avoir fait un AVC augmente le risque. Les traitements antipsychotiques, la dépression sont également des facteurs. En conclusion, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir protéger notre cerveau? Ce qui est recommandé, ça va être plutôt d'agir un peu sur tous ces facteurs. Il est très difficile de montrer qu'en agissant sur un facteur en particulier, on va réduire le risque. Si on prend
Il y a eu des études qui ont été faites, bon, par exemple sur les traitements antihypertenseurs. On prend les patients, on va les traiter pour leur hypertension de manière plus ou moins importante, plus ou moins forte. Il y a peu d'études qui ont montré que sur le long terme, c'était réellement bénéfique. Mais il faut sans doute cumuler un peu donc, cette réduction du risque cardiovasculaire, l'hypertension, le diabète, l'hypercholestérolémie, éviter le tabac, bien sûr, l'activité physique. Alors, l'activité physique, ça peut être simplement la marche, le fait de marcher un peu, préférer aller acheter le pain en y allant à pied si c'est à 2 km, plutôt que de prendre systématiquement la voiture. Si le physique suit, il est préférable de marcher un peu et d'éviter de prendre la voiture. L'alimentation équilibrée, la correction des déficits sensoriels. Donc il faut agir un peu sur tous ces domaines et également essayer de renforcer les capacités cognitives. Donc ça commence dès l'enfance avec le niveau éducatif et puis ça va se poursuivre tout au long de la vie, essayer de garder des contacts sociaux, de sortir, de voir du monde, de s'intéresser. Pour ce qui est des écrans, on n'a pas de données sur les enfants, mais il y a quelques jours, une étude qui a montré que les personnes âgées qui consultaient beaucoup Internet étaient plutôt protégées par rapport aux autres. Alors bon, peut-être qu'elles consultent Internet parce qu'elles sont mieux aussi sur le plan cognitif, mais voilà, il n'y a pas d'impact direct. Et puis, pour en revenir à la génétique, si on n'a pas de chance, si on a des gros facteurs de risque génétique, est-ce que ça vaut le coup de s'embêter à faire tout ça? Ben oui, parce que si on a un risque génétique faible et qu'on a des bonnes conditions de vie, on va être sur la barre ici, qui est le risque de 1. Ben, si on n'a pas de risque génétique, mais qu'on a si on ne respecte pas un certain nombre de ces éléments d'hygiène de vie, ben on va augmenter quand même le risque de manière importante. Si on a un risque génétique élevé et qu'on applique ces conditions-là, ils en avaient pris un certain nombre, l'alimentation, le tabac, l'activité physique et pas trop d'alcool, eh bien, on va se rapprocher de ceux qui ont un risque génétique favorable, mais qui ont des mauvaises conditions de vie, alors qu'on augmentera beaucoup le risque si on ne suit pas ces quelques recommandations. Donc, même si on a un risque génétique élevé, ça vaut le coup de se battre et d'essayer de prévenir ces maladies cognitives. Et enfin, on pense que déjà, ça a commencé à apporter ses fruits. Notamment, on sait que depuis pas mal d'années, on traite mieux l'hypertension, on traite mieux le diabète. Et on voit que la survenue des démences s'est nettement réduite par rapport à la période des années 70-80, puisque chez les plus de 60 ans, dans la cohorte de Framingham aux États-Unis, on avait 3,6% des personnes qui développaient une démence chaque année, et que depuis 2005, on est passé à 2%. C'est sans doute un peu lié à tout ce que je vous ai déjà dit. L'éducation, les gens vont plus longtemps à l'école qu'ils n'y allaient dans les années 20 ou 30. Les gens se font mieux traiter leur hypertension, leur hypercholestérolémie, etc. Donc, ça semble porter ses fruits. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Jettenet, pour ces explications. Alors, on l'aura compris, il faut avoir une activité physique, il faut bien manger, manger équilibré, et surtout diminuer les facteurs à risque pour conserver son cerveau, en tout cas en bonne santé le plus longtemps possible, même si on a des prédispositions génétiques. Je viens de faire une synthèse en 30 secondes de ce que vous venez de dire. Bon. L'Assemblée est de plus en plus nombreuse. Je ne sais même pas où nous allons rentrer toutes ces personnes, mais c'est très bien. Ça veut dire que le propos vous intéresse. Et surtout, on va pouvoir répondre à vos questions. Alors, Monsieur Jettenet a eu l'amabilité de laisser quelques temps, 5 minutes à peu près, pour pouvoir échanger avec vous. Est-ce que certains parmi vous ont des questions à lui adresser directement et auxquelles il pourrait répondre? Ou peut-être que c'était très clair. Et vous allez partir d'ici en courant. C'est pour l'activité physique. Je suis pour l'anecdote, je suis venu en Vélivert. Voyez. Voilà. Donc il faut appliquer les conseils. Activité physique, la marche suffit. Oui, la marche, oui. Il y a tout un débat sur le nombre de pas qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut 6 000, 10 000 il n'y a pas de règles. L'essentiel, c'est d'en faire un peu plus. Un peu plus chaque jour et voilà. Se dire que cette fois-ci, pas besoin de prendre la voiture, mais d'y aller à pied, ça peut être pas mal aussi. Très bien. Alors, vous avez parlé de la cuisine méditerranéenne. Oui. Vous parlez de l'huile d'olive, etc., par exemple. Voilà, huile d'olive, pas trop gras, pas trop de viande, plutôt en plus du poisson, plus des fruits et légumes, des fruits secs. Puis éviter les aliments déjà tout industriels, tout prêts. Il faut éviter la malbouffe, comme on dit. Très bien. Vous avez une question, monsieur?
Alors, je vous prête mon micro. Vous me le rendez après. Hein. Ah. Comment conserver son cerveau en bonne santé Voilà. Voilà. Alors, il faut faire un petit peu tout faut faire tout ce qu'il a dit. Il faut faire un petit peu tout ça. Hein, donc, bouger, marcher, pas manger trop gras. Voilà. Pas trop boire d'alcool, pas plus de 2 verres par jour. Hein, chez les hommes et un verre chez les femmes. Là aussi, il y a des inégalités hommes-femmes qui sont plus métaboliques. Pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Et pas tous les jours, voilà, idéalement. Voilà, après, là aussi, c'est très discuté. L'étude PACWID dont je vous parlais, c'était beaucoup intéressé à la consommation de vin, puisque c'était une étude faite sur Bordeaux, et il y a eu toute une communication sur les effets préventifs du vin, sur les tanins, sur le fonctionnement cérébral. Pour l'alcool, oui, c'est un peu... je n'ai plus le diaporama, mais en fait, il y a un peu moins de risques chez les gens qui vont boire un verre de temps en temps que chez ceux qui n'en boivent pas du tout. Donc, zéro alcool, c'est un peu moins bien qu'un tout petit peu, mais le risque est tellement élevé quand on consomme beaucoup que c'est difficile de transmettre le message, buvez un petit peu. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on boit, plus on va avoir des risques de troubles cognitifs. Mais pour le cerveau, en tout cas, pour d'autres facteurs, pour le cancer, on sait que pour le cancer, par exemple, dès qu'on consomme un peu d'alcool, on a un risque plus élevé que ceux qui n'en consomment pas du tout. Ah, donc on aura un bon cerveau, mais par contre, on aura... Voilà. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on en consomme trop, c'est mauvais pour tout. Hein, donc on va le répéter avec modération, évidemment. Toujours avec modération. Vous avez des actions dans le vin Non, pas du tout, non justement. Non. Parce que vous avez peut-être aussi des actions, parce que vous nous avez parlé de la retraite tout à l'heure, comme quoi il fallait travailler plus. C'est intéressant. Donc, buvez de l'alcool, travaillez tard, et... Mais buvez pas trop. De l'eau. Alors, l'eau. L'eau, bon. Voilà, c'est plus pour les problèmes cardiaques. Ça, c'est pour autre chose. Mais sinon, pour le cerveau, non, il n'y a pas... Bon, il ne faut pas boire plus de 3 litres par jour, c'est sûr que c'est dangereux. Enfin, tout dépend de l'activité physique. Hein. Si on fait beaucoup de sport, on parle de l'eau, évidemment. De l'eau, on ne parle pas du vin, oui. La question était sur l'eau, sur la quantité d'eau. Non, pour le cerveau, il n'y a pas vraiment de règles particulières. C'est plus sur le cœur, sur les reins, sur d'autres facteurs. Mais... Une question de monsieur qui vient de lever la main. Attendez, bougez pas pour qu'au fond, on puisse vous entendre. Oui, justement, à propos de l'absorption de l'eau. On dit que pour les personnes âgées, qu'elles ne boivent pas assez. Et notamment au moment des repas ou entre les repas. Et moi, je l'ai pu l'observer assez souvent. Alors, quelle est la quantité? Bon, c'est très variable suivant d'autres liquides qu'on peut absorber, jus de fruits ou autres. Quelle est la quantité d'eau plate, pas minérale, nécessairement de la bonne eau. Donc là, on sort de la prévention des maladies neurocognitives. C'est pas par rapport au cerveau, mais il faut boire quand même suffisamment. Souvent, il y a une baisse, il y a une baisse de la sensation de soif qui apparaît souvent avec l'âge. Hein, et donc, il faut bien quand même boire 1 litre et demi par jour, sauf s'il y a des problèmes cardiaques qui contre-indiquent trop forte consommation d'eau. Voilà. Attention, après, pour l'eau, il y a eu aussi tout un débat sur la présence d'aluminium ou de polluants. Là aussi, je n'ai pas parlé des polluants, mais ça, tout est une voie de recherche sur la pollution et les risques des polluants au niveau cérébral. Oui. Alors... Oula, ça se lève beaucoup. Il nous reste 1 minute 30 pour toutes les questions. Madame. Juste une petite question par rapport à la molécule Macambi que vous avez évoquée, qui a été mise en place aux États-Unis. C'est à titre préventif? Est-ce que c'est une fois la maladie installée? Oui, c'est là. Est-ce qu'on a un petit peu de recul par rapport à ce traitement? Donc c'est le traitement dont parlait tout à l'heure Julien Labouré, qui se fait par perfusion à l'hôpital toutes les 2 semaines, qui est un anticorps qui va se fixer sur la plaque amyloïde. Donc, l'indication, c'est pour la maladie d'Alzheimer à un stade débutant, comme ça a été dit, donc au stade où il y a juste des troubles de mémoire relativement légers. Il faut être sûr qu'on ait les plaques amyloïdes, donc il faut avoir fait la ponction lombaire. C'est impératif d'avoir fait la ponction lombaire pour pouvoir démarrer ce traitement. Pour l'instant, on a un recul de 18 mois, comme ça a été dit. On réduit de 30% à peu près les troubles cognitifs. On freine le déclin, on n'arrête pas l'évolution de la maladie, on la ralentit. Mais c'est une fois que la maladie est déclarée, c'est pas préventif. En France, on attend l'accord européen, premier semestre de cette année sans doute. L'agence européenne va dire si
ou non ce traitement peut être une autorisation de mise sur le marché en Europe. Mais il n'est pas encore disponible. On prend une dernière question. Je suis désolé, vous allez être... voilà, les gens vont être très frustrés. Lorsqu'on fait des recherches sur Internet pour le cerveau, la bonne santé, tout ça, on tombe tout le temps sur des pages qui nous proposent des exercices, des jeux, toutes sortes de choses. Est-ce que réellement ces exercices, ces petits jeux, apportent quelque chose ou pas? Je crois qu'il faut faire ce qui plaît, hein, avant tout. Hein. Donc, si on on est sensible, si on a envie de faire des stimulations, des jeux, quels qu'ils soient, pourquoi pas? Oui, ça peut avoir. Le tout, c'est d'être plutôt actif et pas passif. On parlait des écrans, rester toute une journée devant la télévision à regarder défiler des images, ça, c'est sûr que c'est pas bon pour le cerveau. Ce qu'il faut, c'est être actif. Alors, si on fait des jeux, après, il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession. Faire des sudoku à longueur de journée, ça ne va pas non plus être très stimulant. Il faut varier aussi faut varier les choses. Alors donc, si je résume, alimentation saine, activité physique, j'arrête mon feuilleton sur France 3, je trouve un club de Scrabble. Le tout, c'est de ne pas enchaîner les feuilletons. Ah, d'accord. On peut en regarder un quand même de temps en temps, oui. Même tous les jours. Si ça dure une demi-heure, 1 heure, il n'y a pas de problème. Bon, très bien. Mais c'est mieux d'être actif. Eh bien, écoutez, merci en tout cas, monsieur Jettenet. On peut l'applaudir encore une fois.